journal Radio J. Steve Nadjar. François-Xavier Ménage, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J cet après-midi. Vous êtes grand reporter pour le groupe TF1 et vous publiez aux éditions Robert Laffont Ça craque, une enquête dans laquelle vous braquez vos projecteurs sur une France qui souffre, qui galère parfois pour manger, pour se loger dignement, pour se soigner ou encore pour se déplacer. Pourquoi le grand reporter que vous êtes, qui a couvert les guerres d'Afghanistan, de Libye, d'Ukraine, qui a écrit également sur la catastrophe de Fukushima, pourquoi est-ce que vous êtes parti à la rencontre de ces Français et de ces Françaises dont la réalité socio-économique se craquelle au fur et à mesure du temps qui passe? Pour comprendre où j'habite. Dit comme ça, évidemment, c'est un peu surprenant, mais c'est vrai que je suis moi-même paumé quand je vois que la France avance très très vite, elle se transforme très vite, le pays se transforme très vite. J'ai le luxe et le privilège de pouvoir aller partout pour TF1, qui est ma maison mère, où effectivement le reportage est la matière première de cette chaîne. Et donc, ce qui me marquait, c'était d'entendre dans la bouche d'avocats, d'ouvriers, de salariés dans l'agroalimentaire, mais aussi d'un patron d'hôpital ou une directrice d'école. Ça craque, combien de temps on va tenir? Alors, aucun misérabilisme, pas de populisme non plus. Dans ce livre, il y a à chaque fois des acteurs qui agissent, qui sont dans l'action. Personne ne se plaint en restant les fesses sur le canapé. En revanche, ce qui, moi, me surprend, c'est que tous luttent, tous essayent de trouver des solutions. C'est vraiment la France de la débrouillardise. Mais c'est de plus en plus dur. Et le constat général, on l'entend au quotidien. Je pense que la réalité du terrain doit nous amener, très modestement, mais doit nous amener à mieux comprendre ce que vivent les Français, ce que parfois vit notre voisin ou alors la ville qui se trouve à côté de la nôtre, parce que tout est défragmenté, tout est déchiqueté, et il est important de remettre du terrain là-dessus et de comprendre effectivement avec des grands thèmes ce que vivent de nombreux Français. Et ces Français ont du mal à définir un horizon, même à moyen terme, pour leurs enfants notamment? Bien sûr. C'est ça qui les caractérise? Il y a cette notion de décrochage par rapport aux proches, par rapport à soi-même, parfois par rapport au mois qui vient. Et c'est vrai que quand on parle de l'inflation, comme c'est le cas en cette rentrée et déjà l'hiver dernier, sur des questions de factures énergétiques, c'est impressionnant de voir toute la débrouillardise, toutes les options A, B, C, D qui sont mises sur la table par beaucoup de Français. Et ça là, craque, mais on tient. Ça craque, mais on tient. Ça craque, mais on cherche des solutions. Ça craque, mais on trouve des solutions qui ne sont pas parfaites, mais qui se déploient au niveau local. C'est d'ailleurs aussi ça qui m'étonne beaucoup, c'est de voir que même des communes, même des élus, qu'ils aient ou non des étiquettes, tentent de plus en plus au quotidien de trouver des solutions locales en demandant de l'aide aux plus proches. Aux associations aussi, qui sont nombreuses. On le sait, on l'a entendu dans la bouche du Secours populaire encore il y a quelques jours, quand les responsables de cette association disent « on est en train de faire le boulot de l'État ». Mais attention, là encore pas de raccourci, l'État fait beaucoup, l'État investit et on le sait, dépense beaucoup, mais l'État ne peut pas tout, bien sûr, d'où cette question finalement fondamentale qui est « qu'est-ce qu'on choisit ? Qu'est-ce qu'on hiérarchise? Quelles sont les priorités d'une ville à l'autre, d'une rue à l'autre? Ce ne sont pas les mêmes priorités. Et je pense que c'est important de comprendre cette matière plastique très compliquée, franchement. Je pense que c'est difficile d'être un homme ou une femme politique aujourd'hui. Mais en tout cas, on a une France qui avance très, 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 très vite et c'est parfois difficile d'y voir clair. Continuons avec l'État, François-Xavier Ménage. C'est une enquête de terrain que vous proposez, un travail à la fois de journaliste et presque de sociologue. Et vous vous opposez finalement en creux à certaines visions nées dans les bureaux de Paris de l'administration et des ministères. La France d'en haut ne connaît pas assez, selon vous, la France d'en bas, même si elle tente d'en parler et d'en porter également parfois les revendications? Alors ça n'est pas mon constat, puisque je ne suis que journaliste, mais c'est le constat que j'entends dans la bouche de beaucoup. Alors attention, ce ne sont pas des râleurs professionnels qui tapent du poing sur la table autour de chroniqueurs à la télé. Non, ce que j'entends, ce que je vois, ce qu'on me rapporte, y compris de la part de personnes qui ne cherchent pas à s'exprimer, c'est qu'effectivement, il y a un décrochage. Alors comment expliquer ce décrochage? C'est compliqué, ça n'est pas uniquement des questions d'argent, mais soyons très concrets. Un élu local, dans le centre de la France, qui a une commune de 2000 habitants et qui dit aujourd'hui, je vais mettre 1 million d'euros sur la table pour créer une station essence. Parce que ma priorité absolue à moi, élu, dans cette commune, c'est d'avoir une station essence. Il n'y a plus de station essence, il n'y a plus de commerce, les habitants vont partir et à terme, ça tombera. Voilà sa lecture. Eh bien, cet élu, et c'est en ce sens qu'il faut comprendre aussi la France multicasquette, cet élu se transforme en pompiste, s'interjour dans la semaine. Et cette station essence est devenue une station essence municipale. Et je crois qu'il faut essayer de comprendre comment les choses évoluent de part et d'autre, avec toujours cette idée de priorités. Quelles sont les priorités des uns et des autres? Et dans un pays fragmenté, je pense que c'est plus compliqué qu'avant de comprendre justement quelles sont les priorités des uns et des autres. Vous êtes déplacé aux quatre coins de la France, de Trappes dans les Yvelines à Plecadoc dans le Morbihan, de Valenciennes à Mayotte en passant par Nantes. Qu'est-ce qui unit encore cette France qui craque quand les tracas du quotidien prennent tant de place? Est-ce que la nation, par exemple, reste un référent auquel on s'accroche encore? Certainement.
mais ce n'est peut-être pas le mot de nation qui est évoqué dans la bouche de tous ceux que j'ai pu voir et rencontrer, et ils sont des centaines. C'est souvent la résilience, c'est souvent, je reviens à ce mot-clé de débrouillardise, et puis c'est l'idée de dire on avance sans trop faire de bruit aussi. Il y a quand même une majorité, là encore, loin de moi l'idée d'alimenter toute forme de populisme, mais il y a une France silencieuse qui avance, qui se bat, sans faire de bruit, sans lever le doigt pour dire venez voir comment je fais parce que c'est inacceptable. Il y a cette acceptation, cette résilience qui est quand même encore présente et qui est certainement un ciment dans notre société comme dans d'autres bien sûr. Mais ce ciment existe encore, il est rarement mis en valeur et moi je dois avouer, il y a des dizaines d'exemples de héros, pas de petits héros, de héros. Je pense notamment à cette infirmière qui travaille 365 jours dans l'année. Elle n'a pas pris un samedi, elle n'a pas pris un dimanche. Elle a 3 enfants à la maison. Apolline, exactement. À Oudan, à 20 km de Paris. C'est pourtant un désert médical. Et cette femme avance en disant « Je le fais pour mes patients ». Et je trouve que ça dit beaucoup de choses, et du système de santé, et de ce schéma de résilience aussi en 2023. Alors j'allais y venir, François-Xavier Ménage. Vous mettez le doigt sur quelques-uns des symptômes qui fragilisent le système de soins de notre pays. D'un côté, des infirmières, donc Apolline, notamment infirmière libérale, qui travaillent tous les jours de l'année. De l'autre, des médecins, des spécialistes en particulier, qui menacent de quitter la Sécu pour fixer librement leur tarification. C'est notamment le cas à Paris. Quelles conséquences cela peut avoir sur notre santé, notamment pour les 10 ou 15 prochaines années? Un système à 2 ou 3 vitesses. Vous entendez d'ailleurs les professionnels de santé qui s'alarment du fait que ce soit déjà en train de se dessiner de manière minime aujourd'hui, mais vous avez, c'est ce que je raconte dans le livre, 1500 médecins qui se réunissent dans un congrès pour dire oui, on est prêt à sortir du service Sécu et de devenir secteur 3. Secteur 3, ça veut dire que si vous allez chez ces médecins qui sont déconventionnés et que eh bien l'ordonnance, il y a écrit 50 €, vous payerez les 50 €, la Sécu vous donnera rien. Et le plus important, c'est de comprendre qui va quand même voir ces médecins qui se déconventionnent. Et je fais l'expérience de suivre des patients du côté de Niort, c'est ironique parce que c'est la ville des mutuelles, et les patients qui vont voir ce médecin qui lui dit « J'ai arrêté le secteur 1 et 2 parce que j'étais en burn-out, j'en pouvais plus de faire de l'abattage de patients ». Ce sont ces mots. Et les patients qui viennent disent « On n'a pas beaucoup d'argent, on va faire des sacrifices, mais on n'a pas de médecin généraliste. Et donc, on va aller le voir lui. Il nous prendra, on aura un rendez-vous tout de suite, et c'est ainsi qu'on sera soigné ». On a 6 millions de Français aujourd'hui qui n'ont pas de médecin généraliste. Et donc, là aussi, ce sont des tendances qui se dessinent. Elles sont, pour le coup, aujourd'hui petites, ces tendances de déconventionnement. Mais elles racontent un système qui est à bout de souffle, ça c'est certain, mais que beaucoup essayent quand même de régénérer aussi. Vous avez également rencontré Samia, une infirmière scolaire qui travaille dans 4 établissements de Seine-Saint-Denis. Elle vous raconte la difficulté d'accompagner les enfants, notamment ceux qui souffrent de troubles psychologiques ou psychiatriques. Les effets du Covid se font toujours sentir sur ces territoires en souffrance? C'est un des effets telluriques, effectivement, le Covid, parce que cette infirmière qui a à peu près 1600 élèves à gérer en tant qu'infirmière scolaire explique que pour l'un de ses élèves qui vient la voir, qui a fait une tentative de suicide, il est en primaire et ses parents sont désemparés. Elle essaye de faire ce travail de trait d'union bien sûr pour aider cet enfant et ses parents. Elle explique la suite, à savoir qu'il faut des mois et des mois pour obtenir un rendez-vous chez un professionnel de santé qui sera à même d'accompagner cet enfant. Et elle, cette infirmière scolaire, dit que c'est inadmissible en 2023. Beaucoup de personnes essayent. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des solutions évidentes à mettre sur la table et que personne n'y arrive, absolument pas. Mais toutes ces situations très complexes, elles racontent aussi effectivement un système où les mécanismes ne sont peut-être pas ceux qu'il faudrait en 2023. Je prends une fois de plus soin de préciser que c'est franchement pas facile d'être un décideur politique aujourd'hui en France. Évidemment, c'est pas un métier très facile, ça semble évident. Alors la première partie du livre est consacrée pour territoire, pour théâtre d'enquête, les supermarchés. À Grigny, on rêve d'un hypermarché, mais des raisons économiques et sécuritaires embarquent pour le moment l'hypothèse. À Thionville, à Migy, on s'attache aux centimes désormais, et on cherche encore moins cher que Leclerc. Cette obsession du pouvoir d'achat. Première question, est-ce que c'est toujours la priorité absolue des Français? Et puis, vous nous expliquez plus loin dans le livre qu'on consomme différemment, et je voudrais que vous nous parliez de ces dark kitchens que vous avez suivis, notamment à Toulouse. Alors, sur le pouvoir d'achat, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qu'aujourd'hui, c'est une priorité pour de plus en plus de Français qui tombent dans la précarité ou qui y restent malheureusement à long terme. D'ailleurs, je reprendrai les mots d'un patron de supermarché. Là encore, la réalité du terrain qui dit « j'ai un tiers des clients qui ne viennent plus ou presque plus parce que le pouvoir d'achat est en train d'amenuiser leurs dépenses. On en a un autre tiers qui est en train de dépenser autrement dans les supermarchés, puis un tiers pour qui ça va bien. » Voilà pour une petite photographie de l'état des consommateurs en France qui, me semble-t-il, semble assez juste. Ensuite, il y a effectivement la nouvelle économie, les dark kitchens qui ont
qui sont envolées durant le Covid. Donc Dark Kitchen, on le rappelle, ce sont des petites cuisines qui sont parfois dans des préfabriqués ou dans des bâtiments que l'on ne voit pas depuis la rue et où on peut fabriquer, en quelque sorte, cuisiner des repas qui ensuite seront livrés. Et dans ces dark kitchens, et où ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps d'aller aux toilettes. Voilà, on n'a parfois pas le temps d'aller aux toilettes. Vous avez un écran qui, comme dans une gare, indique tel menu sera prêt dans 30 secondes, tel autre dans 1 minute 15. Personne se parle, ça va très très vite. J'ai même vu effectivement aux portes de Paris une dark kitchen où vous avez, et là aussi c'est symptomatique de 2023, un tapis comme vous auriez dans les usines, et on dépose les burgers et les pâtes et ensuite ça arrive au bout du tapis et là les livreurs viennent chercher cela. Des livreurs qui pour beaucoup n'ont pas de papier et sont obligés pour certains de prendre les licences de d'autres. Donc c'est une précarité qui amène à d'autres formes de précarité. Certains abusent de la situation d'autres, mais là encore, sans aucun jugement, je ne suis pas juge, moi je suis juste reporter. Il est important de voir que dans ce système, il n'y a pas beaucoup de gagnants, parce que même les grandes enseignes de la livraison de repas ne dégagent pas d'argent aujourd'hui. Donc on est dans une forme hybride de l'économie française qu'il est important, je le dis très modestement, de décrypter pour comprendre nous en tant que consommateurs, là encore, comment fonctionne ce pays en 2023. Sur le terrain, il y a ceux qui dénoncent les craquelures de la société, ceux qui appuient dessus, ceux enfin qui tentent de réparer. Écrivez-vous, au terme de ces 5 années d'enquête, au plus près des réalités de la France, des différentes France d'ailleurs, qui la composent, est-ce que vous craignez que ceux qui appuient sur les plaies finissent par avoir le vent en poupe ? J'aime beaucoup que vous mettiez au pluriel le mot France. Sans enlever l'idée de vivre ensemble. Ouais, les France, d'une certaine façon, et c'est pas une lecture politique, c'est une lecture journalistique. C'est difficile, je suis pas astrologue, donc j'ai bien du mal à vous dire ce qui va se passer par la suite, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quand même de la débrouillardise, il y a aussi cette idée de dire on va aller de l'avant avec des solutions, mais moi ce qui me marque quand même, c'est que on n'est même plus dans un divorce avec la classe politique. Pour beaucoup, en tout cas de Français que j'ai rencontrés et ceux avec qui je suis sur le terrain toutes les semaines, beaucoup n'évoquent plus la politique. Ça n'est plus dans leur champ de vision, ça n'est plus dans leur champ lexical. C'est comme si c'était dans la pièce d'à côté. Et je pense que ça doit interroger tout le monde, y compris d'ailleurs nous, les médias, dans la manière de raconter la politique. Et pour autant, moi, ceux dont je parle ne sont pas politisés, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de parole ministérielle dans ce livre. C'est vraiment des acteurs, y compris donc les élus locaux. Mais c'est vrai que c'est très questionnant. Il y a quelque chose d'un peu postmoderne dans la manière dont je vous parle, mais moi, ça m'interroge en tout cas. Et j'ai besoin de comprendre effectivement comment tout ça est en train de se mouvoir. Ce sont des plaques telluriques, c'est certain. Et c'est un livre tout à fait politique par son contenu et les enseignements qu'on peut en tirer. Merci beaucoup François-Xavier d'avoir été avec nous pour nous présenter votre enquête. Ça craque, c'est publié aux éditions Robert Laffont. À très bientôt sur Radio J. Merci.